Radio Futur Média, il est 10h10 partout au Sénégal. Remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Nous saluons Joe Malone et nous le remercions pour avoir assuré l'intérim. Remue-ménage donc qui s'installe pour 50 minutes de débat, d'échange et nous avons pour ce faire deux invités dans ce studio. Il s'agit d'Imam Ismaël Ndiaye, membre de la Ligue des imams et prédicateur de musulmans en tant que société civile. Il porte, vous le savez, son œil sur la conduite des affaires publiques, des politiques publiques. Bonjour, Imam Ismaël Ndiaye. Bonjour, Alimou. Nous saluons aussi notre co-débatteur, M. Sow, et saluons tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Futur Média. En face, donc, vous l'avez dit, Abdourahmane Sow, ancien du COSM 23, connu sous ce nom. Alors, pour avoir donc été parmi ceux qui ont initié le mouvement du 23 juin en 2011, acteur de premier plan. Alors, avant d'en arriver à la note économique, la grosse actualité de la semaine, vous le savez, depuis la dégradation de la note donc souveraine du Sénégal, j'aimerais vous entendre, vous les deux invités, sur l'état des libertés au Sénégal. Si je vous pose la question, c'est parce que on considère ces libertés menacées depuis l'arrivée donc du duo Diomaye-Ousmane Sonko. Cette semaine, on a assisté donc à une série de convocations d'hommes politiques, de journalistes, Cheikh Yérim Seck, Kader Dia, Bougane Gueye Dany, tous déférés avant d'être relâchés, poursuivis pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, avant d'être donc relâchés, libres de toute poursuite. Alors, Imam Ismaël Ndiaye, comment comprenez-vous cette libération de ces deux personnes? C'est un signe d'une justice qui marche et qui est indépendante, ou alors le résultat de pression? Alors, on peut parler, Alimou, d'une nouvelle donne. Et la nouvelle donne, c'est qu'on est en train d'assister à une justice qui devient de plus en plus libre et autonome. Alors, je m'explique parce que au Sénégal, nous avons plusieurs mécanismes. Nous avons au niveau de la cybercriminalité, de la surveillance qu'on appelle de la cyberpatrouille. C'est pas pour rien qu'au Sénégal, et même d'autres mécanismes, avec la vidéosurveillance aujourd'hui, avec les crimes, on voit comment les enquêteurs sont rapides à trouver, disons, les auteurs. Alors, pour la cyberpatrouille, mais c'est des gens qui sont là et qui écoutent et observent ce qui se dit de partout. Et comme la patrouille normale, ils peuvent interpeller. Et c'est pourquoi il serait préférable de parler d'interpellation que de parler d'arrestation. Maintenant, quand ils interpellent, ils peuvent informer le procureur d'avoir interpellé un tel, de mener leur enquête. À la suite, ils peuvent transmettre le PV au procureur, et c'est au procureur, disons, d'apprécier s'il doit retenir. Placer en garde à vue pour avoir contesté les chiffres du Premier ministre. Oui, en fait, c'est pas pour avoir c'est pas léger contesté seulement. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas toute l'information. Non, si c'est le cas de Bougane, moi, je pense que Bougane a été le premier à confirmer les chiffres donnés par le gouvernement. Nous avons entendu Bougane, au mois de mars 2023, accuser un ministre de la République d'avoir emprunté hors circuit plus de 98 milliards et que ce ministre est revenu pour démentir. Bougane est revenu pour renforcer le 20 mars et dire que oui, il a toutes les preuves que 98 milliards ont été empruntés hors circuit. Si Bougane, avec son statut, avec ses informations, peut dénicher, disons, un tel mécanisme, alors ceux qui contrôlent le pouvoir aujourd'hui, s'ils parlent de 200 fois plus, alors il faut reconnaître qu'ils peuvent accéder à ces informations. Et on a vu le FMI magnifier cet exercice de vérité du Sénégal, et cela c'est important. Abdourahmane Sow, est-ce que vous êtes d'accord avec l'imam? Voilà, vous me permettez d'abord de dire Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala shafid Sayyidina Muhammad wa sallam. Vous remercier de l'invitation et à l'occasion saluer d'abord imam, saluer aussi en tout cas les actions qui ont été menées à travers leur organisation et dire mes hommages à l'ensemble des Sénégalais de l'intérieur du pays comme de l'extérieur. Voilà, portant sur en tout cas cette problématique de droit à l'expression, n'est-ce pas, à la presse libre et tout ça, moi je pense qu'il faut aller au-delà de l'identité des acteurs qui ont été interpellés. Ne pas quand même accentuer la réflexion sur leur parcours ou bien les actes qui ont été posés.
par exemple, quand Imam cite Bougan dans une affaire précédente, mais revenu sur les principes de droit conférés à l'ensemble des Sénégalais par la Constitution. Et j'étais un œil aussi sur l'ensemble des actes qui ont été posés dans la lutte pour les acquis démocratiques. Et en l'occurrence, ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui, dans le passé, nous ont eu à quand même porter des combats, dénoncer avec l'ensemble des Sénégalais des actes de représailles, n'est-ce pas, d'exaction de la part du régime passé. Nous sommes en démocratie, des acquis ont été en tout cas observés à travers de difficiles luttes. Certains Sénégalais y ont laissé leur vie. Nous retrouver aujourd'hui en garde à vue pour autant Bougan que Cheikh Yérim Seck sur des questions de diffamation. Si on parle de diffamation, on peut se rappeler l'épisode Mambé Niang et Ousmane Sonko en termes de diffamation. Parler d'injures publiques ou bien de diffusion de fausses nouvelles. Moi, je pense que le pouvoir en place doit donner un signal très fort pour un message à l'endroit des Sénégalais. Il y a Ahmed Camara qui a été interpellé, placé en garde à vue, le commissaire Keita qui court bien en prison. Avant lui, il y a Badiakhate aussi qui a purgé sa peine. Est-ce que aujourd'hui la liberté d'expression est garantie au Sénégal? Je ne le pense pas, je suis désolé. Parce que les mêmes actes sont repris, les mêmes actes du pouvoir précédent sont reproduits pour des légèretés. Quand quelqu'un dit que un tel, soit le président de la République, même si, par principe, il faut respecter les institutions. Nous, on est à l'aise sur ces questions parce que depuis lors, on a été contre ce qui injurie les institutions. L'opposition aujourd'hui au pouvoir, y compris, on a toujours dénoncé le fait qu'il y ait des violences. Dans l'affaire Bougan Gaïdani, il se trouve que les enquêteurs auraient demandé à Bougan pourquoi il a contester les chiffres du Premier ministre. On a ces informations et on a l'impression que, voilà, au-delà du président de la République, il y a aussi le Premier ministre qui est une institution à qui il ne faut pas toucher. Moi, je pense que nous attendons tous les rapports officiels de la part de la Cour des comptes pour que ça soit effectivement une vérité incontestable. Ces propos prêtés, en tout cas du Premier ministre, sur la situation économique. Tous les Sénégalais sont libres de spéculer dessus, de dire qu'ils sont contre l'avis du Premier ministre, en attendant d'avoir effectivement un document officiel de la part du gouvernement qui sera incontesté. Donc, appréhender des gens, les mettre en garde à vue parce que tout simplement, soit ils ont dédié ou bien dénoncé les orientations du Premier ministre. Moi, je pense que ça, c'est rétrograde par rapport aux acquis démocratiques que nous avons obtenus à travers des luttes et qu'en première ligne, ce sont ceux qui gèrent ce pouvoir-là qui étaient dans ces combats hier. Alors, Imam Ismaël Niasse, je reviens à la charge avec cette affirmation de M. Seydi Gassama, que vous connaissez tous, dans un post sur sa page Facebook. Il a dénoncé, je cite, les différentes assignations survenues ces derniers jours. Et il dit, en matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue n'a pas encore eu lieu. Les mêmes lois liberticides utilisées par le président Sall pour persécuter des opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et la répression continue. Et plus loin, il dit toutes ces lois ainsi que les pratiques policières administratives doivent être mises revues. Commentaire. Alors, je pense malgré tout, vous maintenez je pense que les acteurs de la société civile, dont je me réclame d'ailleurs, sont dans leur rôle d'alerte et de prévention. Il faut prévenir que des actes que nous avons connus dans le passé puissent se répéter. Mais il faut reconnaître qu'on est, disons, dans une nouvelle dynamique. Et je le dis, ce n'est pas parce que de nouvelles autorités sont arrivées. On a connu des changements de régime en 2000, on a connu des changements de régime en 2012, mais ce qu'on a connu entre 2021, 22, 23, 24 n'a pas été un changement de régime facile. Le Sénégal a perdu en vie, a perdu en termes de lutte ce que nous n'avons jamais vu. Moi, je pense qu'on est devant une révolution, même si elle n'est pas encore achevée, mais quand ce sont les masses qui se battent contre un régime et parviennent à s'imposer, alors on est dans le début de l'évolution. Donc il faut voir que tout peut changer. Et c'est normal que la société civile puisse avoir cette nostalgie des temps passés et dire est-ce qu'on n'est pas
en train de perpétuer des pratiques qui ont été les pratiques du régime passé. Mais je pense que connaissant les acteurs, ceux qui sont mis en jeu, on va parler du procureur Ndoye, on va parler du ministre de la Justice, on va parler des acteurs autour de la justice. Même si les textes sont restés les mêmes, on n'a pas encore eu l'occasion de modifier ces textes-là, je pense qu'ils ne feront pas preuve de légèreté de la même façon que d'autres l'avaient fait. Pour le moment, il y a des gens qui ont été mis en prison, on l'a vu, pour des délits d'opinion. Oui, en fait, les alertes sont normales, mais en tirer tout de suite la conclusion qu'on est dans les anciennes pratiques, pour moi, c'est aller trop vite en besogne. Les enquêtes ont été menées, enquêtes préliminaires, pour lesquelles on peut informer le procureur, et arriver chez le procureur classe sans suite. Donc ça devait être magnifié, à mon avis. Ça devait être magnifié par toute la société civile, ça devait être magnifié par ceux-là qui sont en position d'alerte pour dire ne retombons pas dans les mêmes travers du passé. Maintenant, je peux dire du commissaire Keïta. Oui, en fait, j'ai pas tous les éléments pour en apprécier. Est-ce que c'est délit d'opinion? Est-ce que c'est trouble à l'ordre public? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Sont ceux-là qui sont préposés à ces fonctions qui peuvent discuter. La diffusion de fausses nouvelles se retrouve dans le code pénal. Donc il faut demander le changement de tout ceci avant d'aspirer à une certaine forme d'expression de liberté. Il y a Hugo qui dit quelque chose de très important. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. La communication aujourd'hui doit être responsable. C'est vrai, le Premier ministre n'est pas une institution, mais le gouvernement, c'est une institution. Donc le chef du gouvernement mérite un certain respect. Moi, je peux dire, en tant que Sénégalais libre, que je ne crois pas encore. J'attends d'avoir ceci, j'attends d'avoir cela, parce que je suis libre. C'est ma liberté. Mais je n'ai pas le droit de dire c'est faux. Je n'ai pas le droit de dire ce qu'un tel a dit, relevant de l'ordre public, parce qu'il donne une information qui, dans d'autres pays, a créé des crises. On a vu ce qui s'est passé en Grèce avec le maquillage des comptes publics. Ils sont même allés jusqu'à un référendum pour demander aux populations est-ce que nous devons accepter les contraintes que les bailleurs nous mettent ou pas. Donc quand une autorité de la République communique avec les populations sur des sujets aussi sensibles, sur ces sujets qui ont fait basculer des pays, et que, parce que je suis libre, je me mets à dire que c'est faux et que je n'amène aucun argument, mais ça, quand même, ça peut relever. Alors, maintenant, sous Macky Sall, on a vu l'ancien, le Premier ministre actuel, ancien chef. Je dis, il ne faut pas comparer. Moi, je pense que les Sénégalais, c'est important de rappeler. On fait la révolution. Oui, je disais, on a vu Ousmane Sonko qui doit être achevé. Il ne faut pas nous retourner dans l'ancien système, et c'est cela, cette nostalgie-là, qui fait peur aux acteurs de la société civile. Et on les comprend. Donc il faut qu'ils continuent à alerter, il faut qu'ils continuent à avertir. La comparaison peut constituer un élément de mesure. Si on ne peut pas comparer, là on ne peut pas mesurer ni juger. Si on en revient à une chose que je considère très grave, à l'entame effectivement, en tout cas, à la mise en place de ce gouvernement, lors de la dernière sortie du Premier ministre, en tout cas une de ses sorties, il nous a clairement rapporté des propos graves venant, selon lui, du ministre de la Justice, qui lui a demandé son avis sur le traitement d'un dossier d'un militant du PASTEF. Et pour marquer le coup, je pense qu'il devait démettre, même ce ministre-là, le président de la République, devait prendre ses responsabilités pour démettre M. Ousmane Diagne. Parce que moi, je considère que le souvenir dont vous parlez, pour ne pas parler de comparaison, mais on a connu des choses graves avec ce régime précédent. On a espéré que la rupture se rompre avec des pratiques rétrogrades, antidémocratiques. Quand un ministre censé incarner un pouvoir, avoir la liberté de penser, d'action pour le bon fonctionnement de nos institutions, se permet, selon le Premier ministre lui-même, lors d'une sortie à l'esplanade du Grand Théâtre, nous rapporte que ce ministre-là s'est référé à l'avis du Premier ministre pour savoir comment traiter un dossier d'un militant. Moi, je pense que il faut qu'on s'arrête. Permettez-moi, Imam, je considère que c'est un fait très grave. Alors que ce même ministre a fait, en tout cas, lors de sa déclaration
juste après son installation, il nous a tenu un discours rassurant. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que nous sommes dans une dynamique d'impunité, un ministre qui hésite pour savoir comment traiter un dossier dans un état de droit, parce que tout simplement, le dossier concerne un militant du parti au pouvoir. Moi, je pense que nous sommes loin de la rupture. Donc, pour quand même marquer le pas, nous rassurer, moi, je pense que ce ministre devait être démis. Et c'est pareil même pour le ministre de la Santé qui a osé nous dire, malgré toutes les pertes en vie, tous les sacrifices qu'on a connus, que quand lui, il doit recruter, il doit voir... En priorité, c'est des CV du passé. Les éléments du passé. Il faut savoir que dans cette nouvelle dynamique de gouvernance, par rapport à tous ces espoirs que nous portons, en tout cas à ce pouvoir en place, sur l'aspect économique et social, nous pouvons quand même être un peu tolérants et aller dans la latence. Mais pour des actes de gouvernance à la portée de ceux qui nous gouvernent, il faut quand même qu'on s'arrête et qu'on puisse dire la vérité. En comparaison avec ce qui se passe, il n'y a pas de différence. Alors donc, une question avant que vous nous repreniez. Oui, permettez-moi juste de revenir pour une précision. Ouais. En fait, le gouvernement a son porte-parole, les partis ont leur porte-parole, donc je ne pourrais pas me soucier à eux pour donner un contre-dit ou un contre-argumentaire à M. Sommet. Tout ce que je veux dire, c'est que les stations politiques, et les stations de gouvernance, les stations d'État, souvent, il y a des lignes de démarcation assez fines et qu'une personne peut parler dans un sens pour montrer que lui-même ne s'immisce pas sur les questions de gouvernance. Parce que quand le ministre m'a demandé, moi j'ai dit telle chose, pour montrer qu'on est dans une nouvelle dynamique. Maintenant que le ministre l'ait fait, comment il l'a fait, c'est la chancellerie. Est-ce qu'il a pensé à une conséquence politique de cette action-là pour dire comment nous, en tant que gouvernement, on va aborder cette question-là, ce qui n'a rien à voir avec l'attitude d'un juge qui aura à trancher sur ce dossier, le juge du siège, qui est un juge, lorsque le parquet lui transmettra un dossier, qui est un juge libre de ce qu'il devra faire. Ça, c'est un argumentaire qu'ils peuvent se dire. Mais moi, ce que je constate, la transition ne peut pas être automatique. C'est des gens qui viennent d'une opposition très difficile. On n'a jamais connu autant de sacrifices d'une opposition au Sénégal. Ce que les Sénégalais ont sanctionné par un plébiscite au premier tour d'un parti d'opposition, ou en tout cas d'un groupement d'opposition, ce qui n'a jamais eu lieu. Je ne sais même pas si dans le monde ça a eu lieu. Donc on est dans une nouvelle dynamique qu'il faut accompagner. Maintenant, qu'il y ait des restants de pratiques, disons, d'anciens systèmes, il faut accompagner à leur démantèlement. Mais accompagner à leur démantèlement n'est pas affaiblir cette nouvelle dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Je pense que ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, la lecture que j'en fais, c'est que c'est une nouvelle dynamique. Que répondez-vous, Imam Ismaël Ndiaye? Que répondez-vous? Juste une question sur ça. On a convoqué des gens à la suite d'une cyberpatrouille, comme on interpelle des Sénégalais à la suite de patrouilles physiques. Ils sont venus, on les a interrogés, on a transmis le PV au procureur qui dit « je ne poursuis pas, je classe sans suite ». Alors, comparé avec l'ancien régime, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas photo. Donc, je veux que ces avancées positives soient magnifiées aussi, tout en restant alerte. Ne pas faire le jeu de ceux-là qui, oui, on a l'opposition aussi est constitutionnelle. On a droit au Sénégal d'avoir une opposition, mais cette opposition-là ne doit pas aussi influencer les prises de parole des acteurs de la société civile qui doivent être libres dans leur prise de parole. Moi, j'ai vu des photos qui me gênent beaucoup parce que j'ai été quand même acteur dans beaucoup de luttes de la société civile où je vois des éminents acteurs de la société civile que je respecte beaucoup. Quand je vois un professeur Babacar Gueye, je le respecte beaucoup. Quand je vois un Moundiaye Cissé qui est très diplomatique dans sa manière de faire la société civile, je le respecte beaucoup. Mais quand je vois un Cheikh Omar Sy à côté pour qu'on me dise voilà la société civile qui va parler, mais Cheikh Omar depuis lors a quitté la société civile pour aller dans la société politique. Il peut contredire cela, mais c'est mon avis à moi. Donc me dire que voilà une photo de gens qui parlent au nom de la société civile, pour moi, il y a quand même un glissement qu'il faudrait éviter. Le fait de garder sa crédibilité pour une société civile, c'est important. Le fait de taper sur le gouvernement actuel comme on le faisait sur l'ancien, c'est aussi un jeu pour garder sa crédibilité. Ça peut être aussi très objectif, mais cela ne doit pas nous amener à tirer sur tout ce qui bouge. Il faut savoir garder, magnifier les acquis, rester alerte pour le danger qui peut subvenir. On ne veut plus retourner
à l'ancien système, mais aussi savoir qu'on est dans une révolution à construire qui pourra développer le Sénégal. Et c'est pour cela que les gens ont donné leur vie. Alors, Imam Ismaïla Ndiaye, comment comprenez-vous cette opposition à la sortie du territoire de Madiambal Diagne, qui est allé à l'aéroport international Blaise Diagne? On ne lui a pas notifié, en tout cas expressément. On s'est contenté de lui demander un passeport diplomatique qu'il n'a pas. En tout cas, je reprends ses propos. Il a été renvoyé, il n'a pas pu voyager. Oui, ça sont les propos de M. Madiambal. Moi, vraiment, M. Madiambal, je ne donne pas de crédit à ses propos. Ah oui? C'est lui qui dit. Oui, oui. Moi, je cherchais d'ailleurs à retrouver toutes les chroniques des lundis de Madiambal du 22 mai 2023 jusqu'à 24 juillet 2023. J'ai eu du mal à les retrouver. Parce que c'est quand même la période où M. Ousmane Sonko a été barricadé chez lui pendant 60 jours. Et la chronique que j'ai retrouvée du 29, mais c'était une chronique à charge qui disait... Alors, cela ne justifie pas, mais sachez que nous sommes dans des procédures d'enquête préliminaires. Si les autorités de poursuite se rendent compte qu'il y a un tel qu'il faut maintenir, on est en phase préliminaire d'enquête. On a connu au Sénégal une traque de biens des mal acquis qui n'a jamais abouti parce que des gens ont eu le temps d'aller détruire des preuves, d'aller faire de la subordination de témoins. Alors, aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle dynamique et qu'on se dise, voilà les mesures conservatoires qu'on prend, effectivement, quand tu es victime de ces mesures-là, tu peux rester en justice comme tu veux, parce que c'est la loi. Sauf que non. C'est la loi qui t'autorise. Sauf que sur ce point-là... C'est la loi qui t'autorise à aller. Ils sont allés saisir la CEDEAO. On ne lui a pas notifié. Ils pouvaient aller saisir d'autres juridictions. On ne lui a pas notifié. Est-ce qu'ils sont obligés, à ce stade des enquêtes préliminaires, de notifier à quelqu'un un refus de sortie du territoire? Il faut aller voir. Dans les textes, moi, j'ai revu le texte qui parle de l'ONRAC, des nouvelles techniques d'enquête, où on dit que même pour les perquisitions, l'autorisation verbale de l'autorité de poursuite peut suffire, et après que ça soit régularisé par une autorisation écrite. Donc, la période, c'est quelle période? Comment il doit le faire? Ça, il faut aller. Moi, je pense que le travail sérieux d'un journaliste d'investigation peut lui permettre d'aller jusqu'au niveau des autorités d'enquête. Et peut-être avoir des éléments de recoupement. Il faut trianguler. Maintenant que quelqu'un se mette à dire « oui, j'ai été victime de ceci, de cela », si moi, en tant qu'observateur de la société civile, pas moins, disons, acteur d'une certaine forme de lutte contre la prédation des ressources nationales, alors je pourrais dire... Qu'est-ce qu'on reproche à Madiambal Diagne? Non, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas au niveau des enquêtes préliminaires. Pourquoi donc on se pose à sa sortie du territoire? Croyez à ce qu'il dit. Moi, je crois à la bonne foi de ceux qui sont préposés à nous garantir le retour de nos ressources, de nos avoirs volés, ceux qui sont préposés à nous garantir... Qu'est-ce qu'on reproche à Madiambal Diagne? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans le secret des auditions, ni des instructions, ni des enquêtes préliminaires. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a le droit, lorsqu'il est empêché, jouissant de sa liberté de voyager, de saisir les instances pour se faire redonner son droit. Maintenant, ça ne me mettrait pas, moi, dans une position de vouloir critiquer coûte que coûte ceux à qui on a confié notre pays et qui savent et qui connaissent. Ils ne méconnaissent pas, M. Sow vient de le dire. Ceux qui dirigent ce pays-là ne méconnaissent pas les textes, ils ne méconnaissent pas la loi. Ils savent l'importance attachée aux libertés individuelles. Ils connaissent tout cela, donc s'ils agissent d'une certaine sorte, moi je pourrais compatir avec un Sénégalais qui a été victime de manière arbitraire de ces refus-là, mais je donnerais quand même, disons, une petite, pas à la faveur du doute, mais je donnerais quand même une petite acceptation, entre guillemets, à ceux-là à qui nous avons confié et la sécurité intérieure comme dans nos frontières du pays, à ceux à qui on a confié le redressement de notre pays, à ceux-là à qui on a confié, disons, la réparation de tout ce mal qu'on a fait à notre démocratie. Alors, à ceux-là qu'on a confié, à qui on a confié ces missions-là, je leur laisse le bénéfice du doute. Je leur laisse le bénéfice du doute. Maintenant, on verra
dans les jours à venir, on verra dans les mois à venir si leur agissement a un bien fondé, légal. Si oui, oui, on est d'accord. Sinon, on sera là à décrier ces agissements, comme vous le faites, comme tout le monde le fait. Lui, Imam Ismaïla Dia, vous avez entendu ces développements. Il refuse de parler d'abus. Oui, en fait, dans ces orientations, en tout cas dans ces explications, voilà, ça nous donne un souvenir de pratiques récentes, voilà, de confiscation de liberté que nous avions vécu tous sous le régime précédent. On a tendance à croire que ce sont les mêmes pratiques. Et c'est des choses qui doivent être dépassées. Nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas, où tous les citoyens, effectivement, jouissent de droits et de libertés encadrés par la Constitution et des règlements. Si on a récemment vu, il n'y a pas longtemps, à travers voilà, un organe de presse, la publication, en tout cas, d'un article citant certaines personnalités sénégalaises interdites de sortir du territoire. Est-ce que c'est officiel ou pas? Je ne sais pas. Voilà, ça pose un problème fondamental. Sur la base de quoi? En tout cas, X ou Y est interdit de sortir du territoire sans pour autant qu'il y ait un préalable. Vous savez, le problème fondamental que nous avons eu à vivre, Imam, c'est en relation avec la justice sénégalaise, c'est en relation avec les droits et libertés, c'est en relation avec les abus de pouvoir. On les a vécus, on les a combattus et ça nous a coûté cher. Moi, j'aurais aimé avoir un régime qui donne un signal fort. Il y a des choses accessibles et des choses inaccessibles. La problématique de l'emploi des jeunes, l'immigration clandestine, la situation économique du pays, c'est des choses inaccessibles qui ne peuvent pas quand même être de la responsabilité de ce régime. En écoutant Imam, êtes-vous rassuré? Non, c'est son avis. Moi, ce qui va me rassurer et qui va m'inquiéter, c'est le comportement de nos gouvernants. Et pour le moment, dans le cadre, effectivement, en tout cas spécifiquement sur ce plan, je ne suis pas du tout rassuré. Nous sommes dans l'arbitraire. Nous sommes dans, je ne dirais pas dans le farfelu, mais nous, on doit dépasser quand même certaines pratiques pour des gens qui l'ont combattu, qui l'ont dénoncé. Des arrestations par-ci, par-là, basées sur diffusion de fausses nouvelles. Mais on a connu pire dans ce pays. Et ils l'ont combattu. Maintenant, pour quand même lancer un signal fort à l'endroit des Sénégalais, pour leur dire que nous sommes résolus à dépasser sur certaines questions et à engager une certaine dynamique pour stabiliser ce pays, pour réconcilier les citoyens sénégalais, il ne faut pas qu'on se mette à arrêter un Massamba ou un Demba, qu'on interdise à certains de sortir du territoire sans pourtant qu'il y ait des documents officiels. Il faut des documents. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes en administration. Si vous interdisez à un citoyen sénégalais de sortir, en tout cas du territoire, soit c'est sur la base du droit, soit le gouvernement communique sur la situation. Parce que toutes ces pratiques-là, les orientations de Imam, ces appréciations, ça nous rappelle les pratiques du pouvoir précédent. Voilà, on nous a parlé d'extrémisme, on nous a parlé d'attentats, on nous a parlé de choses voilà, qui ont vraiment fait peur aux Sénégalais. Et un beau jour, on a retrouvé, en tout cas, les partis en conflit sont réconciliés. Sur quelle base? On ne sait pas. Alors on se fait gruger, on se fait narguer, on viole nos droits. Moi je pense qu'on doit dépasser cela. Si l'État du Sénégal, dans le cadre effectivement d'enquête sérieuse, doit interdire de sortir du territoire un citoyen X ou Y, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour quand même, en tout cas, informer les mises en cause ou bien l'opinion sur effectivement les tenants et les aboutissants de ces pratiques. Sinon, c'est antidémocratique et c'est pas quand même des actes qui renforcent effectivement un état de droit. Alors donc on va avancer un peu. Le Sénégal dans le dur. Apparemment les finances publiques ne se portent pas bien malgré cette alternance. Alors donc l'économie est au ralenti. Il se dit même que depuis Diomaye, quelques indications, dégradation de la note survenue ou de la note souveraine de notre pays par l'agence de notation financière américaine Moody's. En termes clairs, disent les économistes,
économiste, le Sénégal aura beaucoup de difficultés à lever de l'argent sur les marchés financiers, sinon à des taux usuriers, ce qui pourrait creuser davantage le déficit qui se situe presque à 10% ou un peu plus. La dette publique qui s'élève à 16 000 milliards, si je ne m'abuse, et là, c'est devenu une difficulté pour notre pays. Le gouvernement promet de prendre des mesures fortes, le FMI s'en félicite. Et quelles pourraient être, en tout cas, ces mesures fortes qui pourraient être prises pour endiguer cette situation économique difficile? Alors, Alimou, moi je pense que je ne vais pas revenir sur le débat parce que c'est des appréciations qui peuvent être différentes, mais je pense que des signaux forts ont été donnés et l'attitude du procureur que des acteurs de la société civile ont salué quand même, c'est une attitude qui est un signal fort. Maintenant, pour le reste, on verra. Pour ce qu'il s'agit de la déclaration du Premier ministre et qu'on dit, en fait, à qui on attribue des conséquences négatives sur la signature du Sénégal. Alors, c'est comme si, dans ce Sénégal, on était en train de condamner l'exercice de vérité. Je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui Imam, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, j'aimerais savoir déjà... Oui, j'aimerais vraiment qu'on revienne un peu sur... Je pense que dire la vérité aux populations, ça fait partie des raisons pour lesquelles ce gouvernement a été mis en place, que ce régime a été plébiscité. Alors qu'ils nous disent qu'il y a des difficultés réelles, qu'on a connu un maquillage des finances publiques, et que cela soit corroboré par des chiffres. Ce n'est pas seulement le PM qui a pris la parole, il l'a pris avec des membres de son gouvernement. Donc on peut dire qu'il l'a fait au nom du gouvernement du Sénégal. Avec des chiffres qui ne sont pas certifiés, Imam. On pouvait attendre. Oui, je pense que ça c'est la responsabilité. Vous savez, quand une autorité prend la responsabilité d'avancer des chiffres et qu'il soit au fait que ces chiffres devront être confirmés par un corps de contrôle du pays, alors là, il a dû prendre les devants pour être sûr de ce qu'il avance, mais sinon, on n'est plus dans un état sérieux. Moi, je pense qu'il y a des débats qui ne se posent pas. Quand une autorité de la République prend la responsabilité de dire que voilà ce que j'ai trouvé, la situation. Je pensais qu'on était au premier, on est au sous-sol -4. Voilà les chiffres de trous que j'ai trouvés. Moi, en tant que citoyen observateur, je dis ça, c'est ta responsabilité. Et si ça colle avec la vérité, tu auras tout mon soutien. Mais j'ai le droit de dire, citoyen, que j'attends. Je suis prudent. On a des corps de contrôle dédiés à la certification de ces chiffres-là. Je les attends. Pourquoi le Premier ministre n'attend pas les chiffres de la... Il ne peut pas lui imposer sa démarche et son comportement. C'est ça la procédure. Est-ce qu'il est tenu? Non. Il n'y a pas de procédure. C'est ça la procédure. Non. La certification des comptes. La certification de texte. Oui, je parle de certification des comptes, c'est la Cour des comptes. Oui. Mais est-ce que l'autorité politique est tenue d'attendre cette certification pour avancer des chiffres? Mais il n'y a aucun texte qui le dit. La crédibilité des chiffres se pose, Imam. Non, attendez. Maintenant, mais ce serait plus sage quand même. Oui, tu peux parler de sagesse. Mais lui, il est de crédibilité des chiffres. Il est dans la gestion. Il veut dire à sa population, moi, je vais confier le pays. Voilà ce que j'ai trouvé avant de commencer à bâtir. Sauf que d'autres pensent qu'il y a de la politique politicienne là. J'ai fait. Non, oui, ça c'est votre jugement aussi. Vous savez, il y a des jugements de valeur qui ne peuvent pas engager une république. Toi, Alimou, tu peux ne pas être d'accord avec la manière de faire du PM. Ça, c'est ton problème avec lui. Mais cela n'engage pas l'État dans ce qui doit être fait ou ce qui doit pas être fait. Il n'y a pas de texte qui te dit qu'avant que l'autorité politique ne communique, il faut qu'il attende. Ces rapports des cours, c'est pour nous aussi, les citoyens, pour qu'on puisse savoir. Alors, est-ce que ce que l'État a avancé en tant que gestionnaire de la chose politique et ce que des corps à qui nous avons confié la certification ont dit, est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est à nous de le faire. Mais on ne peut pas dire au PM que tu n'avais pas le droit de communiquer. Tu n'avais pas le droit d'agir parce que lui, on lui a pas dit qu'il n'avait pas le droit de communiquer. On lui a dit qu'il se posait un problème de crédibilité. Je reviens pour dire qu'une institution aussi bien informée, mais qui ne fait pas d'ingérence, qui peut-être peut mettre des conditionnalités. Je vais travailler sur un document sur cette question-là. Comment les conditionnalités des partenaires à l'international peuvent amener nos pays à prendre des politiques internes. Ça, j'ai écrit, mais ce n'est pas de l'ingérence qu'ils font. Ils peuvent observer. Si une institution aussi bien informée que le FMI magnifie cette démarche du gouvernement du Sénégal,
et n'a pas attendu le rapport de la Cour, c'est parce que, peut-être, quelque part, eux aussi ont pris les dispositions de s'assurer que les chiffres avancés sont vrais et que cela leur a permis de magnifier l'exercice et de promettre je reprends ce que, s'il vous plaît, Imam, vous avez parlé sur ce que le FMI dit. Oui. Il dit un exercice de transparence que donc le Fonds monétaire salue cet exercice. Oui. Et la porte-parole de l'organisation déclare: nous félicitons de l'audit général des finances publiques au Sénégal et de l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires de l'audit à notre équipe qui collaborera étroitement avec elle dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes. Mais c'est cela qui devait être l'attitude de tous les observateurs neutres. Neutres entre guillemets pour dire équidistants. C'est de dire vous avez communiqué. Ce que vous avez dit ne vous arrange pas. Donc si vous l'avez dit, ça doit être la vérité. Parce que ce que l'État a dit n'arrange pas l'État. L'État pouvait continuer dans le maquillage. Donc s'ils se permettent d'annoncer les chiffres, de dire la vérité aux populations, mais ça ne l'arrange pas. Donc nous devons avoir la présomption de véracité de ce que l'État a dit. Demain, si vous dites que c'est une politisation de ces chiffres-là. C'est votre jugement de valeur. J'en reviens. Et que les journalistes aussi doivent apprendre à être équidistants. Ça, c'est votre jugement de valeur, de dire que c'est à des... En tout cas, Ousmane Diagne, qui était à côté, n'est pas politique. On a entendu ce que le ministre de l'économie a dit. Lui aussi, il a avancé des questions techniques. Nous avons entendu le SGG qui, à mon avis, n'est pas encore politique. Alors donc, voir la présence d'un homme politique et que c'est ça notre système, on confie nos pays à des politiques et c'est à eux maintenant de s'entourer de techniques. Alors, remettre en cause des chiffres validés par toute cette équipe de techniciens qui a même pris l'information d'un corps de contrôle. L'IGF est un corps de contrôle. Alors, remettre en cause tout cela parce que seulement on a un avis différent. Par exemple, dire que, oui, je peux dire, moi je suis sénégalais, je suis libre de mes appréciations. Toi, tu es sénégalais, tu es libre, tu peux dire, je n'y crois pas. Oui, parce qu'il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent, je ne crois pas en Dieu. Où est le problème? Parce que lui, c'est son droit. Mais dire c'est faux aux autres, mais ça, c'est engager sa responsabilité. Alors, et la liberté, je le redis, la liberté engage la responsabilité et la lâcheté. S'il vous plaît, Imam. Qu'on impose aux autres ce qu'on se refuse. S'il vous plaît, Imam. Alors donc, une question pour vous, Abdourahmane Sow. Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il choisi de communiquer des chiffres qui n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes? Voilà, là, je peux rejoindre Imam, ça n'engage que sa responsabilité, pourvu effectivement que les chiffres avancés cadrent avec effectivement les données qui sortiront du rapport de la Cour des comptes. Voilà, donc qu'il ait choisi de se prononcer avant, peut-être il a les résultats préliminaires ou bien il a un aperçu que nous n'avons pas sur les données. L'essentiel qui nous engage, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un état de droit, nous sommes en administration, nous attendons d'avoir des documents certifiés pour pouvoir mesurer effectivement la véracité ou non des propos avancés par le Premier ministre. Par ailleurs, ma préoccupation, c'est quand même... voilà, la gravité de la situation qu'il a dénoncée, que le Sénégal ait réussi à maquiller des données financières pendant des années. Il s'est même permis de dire que le gouvernement de Macky Sall nous a menti pendant des années et que je vois des acteurs à ses côtés. Cheikh Diba, Amirou Ansar, qui a été au niveau du FMI pendant 15 ans. Alors, je voudrais savoir, effectivement, en tout cas, si c'est confirmé, quelle sera la responsabilité, en tout cas, des techniciens du FMI, la responsabilité du côté du Sénégal, au-delà de ce qu'il a cité, l'ancien président Macky Sall, M. Abdoulaye Daouda Diallo et autres, quelles sont les responsabilités de ces techniciens, directeur du budget, conseiller du ministre de l'économie, quelle est la responsabilité, en tout cas, de ces gens qui aujourd'hui, si on prend le cas du SGG, on l'a vu quand même défendre les orientations économiques du pouvoir sortant. Et aujourd'hui, on l'a vu pratiquement dire le contraire. Si ces faits sont avérés, moi je pense qu'il y aura quand même, c'est un fait très grave qui normalement il y a des ramifications internes et externes. Nous pouvons même parler de très haute trahison parce que
gruger les Sénégalais à ce niveau, maquiller des données financières pour quand même sur un montant de 2000 milliards, moi je pense que c'est extrêmement grave. Alors, il faudra quand même attendre conséquemment, effectivement, la sortie du rapport de la Cour des comptes. Et si ces propos sont avérés, moi, je pense que l'opinion publique doit exiger à ce qu'il y ait quand même vraiment une enquête pour situer les responsabilités et sanctionner. Pensez-vous vraiment que ces chiffres-là sont maquillés et que durant ces 12 ans-là, que les FMI ne s'en rendent pas compte, que la Banque mondiale non plus, que tous les autres partenaires financiers... C'est possible ça? Cela peut paraître invraisemblable. Mais étant donné que je ne suis pas en mesure de dire oui ou non, j'attends quand même que la Cour des comptes, quand même que, voilà, compte tenu de l'intégrité de l'institution et le travail qu'ils ont eu à faire depuis lors, on attend les résultats, la sortie du rapport, on se fera des idées précises. C'est possible, ce n'est pas possible, franchement, je ne sais pas. Ce que je peux quand même retenir, c'est qu'on a eu tous une impression dans le passé que, voilà, il y avait eu de la gabégie et des détournements de deniers. Et d'ailleurs, sur ce plan, on attend le Premier ministre. Les dossiers Mambay et Nia et autres qui sont sur sa table depuis lors, on ne voit rien du tout. Donc, pour un pouvoir qui a accusé le pouvoir sortant de détournement et autres, il peut être possible qu'il y ait des actes, en tout cas répréhensibles en termes de détournement, mais sur ce cas précis, c'est tellement grave que nous sommes obligés d'attendre en tout cas la certification. D'aucuns pensent que Ousmane Sonko cherche à politiser, évidemment, la question à quelques jours, peut-être à moins de 2 mois, peut-être un peu plus, à moins de 2 mois des législatives. Il cherche à politiser, évidemment, ces chiffres-là. C'est toujours possible. Tout à l'heure, Imam a dit que c'est l'autorité politique. Quand on parle de politique, on parle de stratégie, n'est-ce pas? Nous sommes à quelques encablures, effectivement, de la tenue des législatives. Le pouvoir en place gagnerait à avoir une majorité pour, en tout cas, mettre en œuvre son projet, entre guillemets. Et c'est de bonne guerre. Mais ce qui est, en tout cas, qui devrait être factuel, c'est le rapport fait par la Cour des comptes. Si ce rapport est cadre, effectivement, avec les propos du Premier ministre, moi, je pense que ça sera une autre affaire. Ce sera une autre affaire parce que ce serait trop grave quand même que des actes tels, pareils, soient posés dans le cadre de la gouvernance financière. C'est ça qui me préoccupe. Et quelle sera la responsabilité, effectivement, de ces collaborateurs qui hier étaient dans le pouvoir et manipulaient, en tout cas, travailler sur ces données. Justement, la responsabilité de ces collaborateurs qui sont à ses côtés, si ces chiffres sont maquillés. Il y a 5 ans de cela, j'ai écrit un Cheikh Diba, Abdraman Sarr. J'ai écrit un article sur le délit de corruption, engageons le débat. Et ça a été publié dans une revue scientifique de la lutte contre la corruption. Pour dire que dans la grande corruption, parce que je l'ai abordé en 2 parties, dans la petite corruption, l'agent de l'État est directement responsable parce que c'est lui qui demande, disons, la contrepartie, c'est lui qui demande, disons, le pot de vin, parce que c'est sa responsabilité directe qui est engagée. Mais dans la grande corruption, ce qui se fait entre les États, ce qui se fait entre les multinationales et les États, ce qui se fait entre les investisseurs internationaux et les États, mais ça souvent, ça dépasse la seule prérogative, responsabilité d'un haut fonctionnaire. Ça peut le dépasser largement et ça peut même, lorsqu'il manifeste une opposition ouverte, ça peut même lui poser des risques pour sa sécurité et sa vie. Et que donc, j'ai séparé les responsabilités dans la petite corruption, entre guillemets, et dans la grande corruption, qui est la corruption qui engage. Et là, il y a d'ailleurs une autre notion qui arrive, ce qu'on appelle la captation des États, et c'est arrivé, où des États ont été captés par des multinationaux qui viennent imposer leurs conditions, jusqu'à même faire modifier, faire réviser des textes et des lois pour faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Donc ça, dans la grande corruption, le rôle du haut fonctionnaire souvent est un rôle de vulnérable. Et que, on l'a expliqué, moi j'ai écouté beaucoup de débats là-dessus, le rôle de l'actuel ministre des Finances, c'était un rôle dans la programmation budgétaire. La programmation budgétaire, c'est dire comment le budget doit être utilisé. L'exécution budgétaire, ça appartient à d'autres
Et que donc, comment le budget doit être... Comment le budget doit être exécuté? En fait, comment ça doit être programmé? Il connaît quand même la masse budgétaire. Oui, mais il ne peut travailler que sur les chiffres, non, sur des données précises. Lui communique, sur les données qu'on lui communique. Et c'est comme celui qui accuse le FMI. Est-ce qu'il n'a pas été au courant? Oui, le FMI n'a pas été au courant. Mais comme les données officielles qui lui sont communiquées sont ces données qui viennent de l'État, oui, il peut avoir son appréciation colossale. Oui, mais 2000 milliards sur 12 ans, il y a un acteur des médias qui nous parle de 100 milliards qu'il a découvert lui. En tant qu'acteur des médias, il a découvert qu'un ministre a emprunté hors circuit 100 milliards. Donc, si, à tout égard, si un ministre, dans son département lui seul, peut contracter un emprunt de 100 milliards hors circuit, combien de ministères existent? Pendant combien d'exercices? Donc, pour remettre en cause ces chiffres-là... Imam, quelle est la part de responsabilité de Aïminoulo, le secrétaire général, le ministre secrétaire général du gouvernement, qui était le directeur national de la BCAO? Il a toujours été là. Il connaît bien les chiffres. Oui, on ne l'a jamais entendu sur ça. Et ça, je reprends au mot. Je reprends au mot le Premier ministre, qui dit toute personne dont la responsabilité est engagé, recevra le traitement qui lui sied. Alors, est-ce que vous voulez autre chose? Est-ce que moi, je peux dire autre chose de plus pertinent et de plus fort que ce que le PM lui-même a dit? Arrêtons les jugements de valeur. Et là, je parle à certains journalistes, à certains de la presse. Je ne leur apprends pas leur métier, mais dans cette situation où nous sommes, pensons à tous ces Sénégalais qui ont payé au prix cher ce changement. Des centaines, moi je pense que les 85, c'est les officiels. Mais on ne sait pas encore combien de vies le Sénégal a perdu. Et qu'on est dans un exercice sérieux. Et dans un exercice sérieux, on le commence toujours par la vérité. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous le félicitons pour cet exercice de vérité qui ne l'arrange pas. On a connu une dégradation de notre notation, c'est bien. Mais j'ai entendu hier, et c'est un éminent économiste qui le dit, il dit que c'est une appréciation mécanique. C'est dû à des faits mécaniques parce qu'on a menti à un certain moment et on vient de dire la vérité. Et que donc il y a rien. C'est la vérité du Premier ministre, encore une fois de plus. Mais merci, merci beaucoup, Imam. C'est la fin de... Et accompagnons cela à continuer à nous diriger dans la vérité. Je rappelle encore, c'est là. Oui, un petit mot avant de terminer. Voilà, je voudrais quand même lancer un message. C'est la vérité du Premier ministre en attendant la certification des chiffres par la Cour des comptes. À partir du rapport de la Cour des comptes, on saura se faire une religion, en tout cas sur la situation. Et à partir de là, nous prendrons position. Parce que c'est sûr que si c'est avéré, il y aura des enquêtes. La position doit être forte. Bien sûr. Très forte. Intransigeante même, pour situer les responsabilités. Un petit message à l'endroit des agents contractuels du ministère de la Santé qui n'ont pas encore perçu leur salaire et qui sont dans une situation difficile. On voudrait lancer un message de solidarité et en appeler à la mobilisation des syndicats de santé pour assister à ces camarades qui, depuis plus de 20 ans, sont dans le système et qui n'ont pas de CDI. Jusqu'au mot aussi. Voilà. Merci. Comme vous avez dit qu'il y a beaucoup de dossiers pour lesquels les Sénégalais attendent que ces gens soient convoqués. Mais parce qu'on est dans un état de droit, qu'on ne peut pas les convoquer tout de suite. Merci beaucoup. Merci, Imam Ismaël Ndiaye. Merci, Imam. Merci. C'est la fin de Remue Ménage. Ismaël Ndiaye était un de nos invités. Il est membre de la Ligue des imams et prédicateurs musulmans. En face, Abdourahmane Sow, ancien du COSEM 23 de la société civile. Remue Ménage revient la semaine prochaine au micro Mohamed Ali Mouba. Hassan Diouf à la technique, nous vous remercions.